Bonjour, je reçois aujourd'hui Monsieur Emmanuel Gagné, journaliste et rédacteur en chef de Cache Investigation. Bonjour. Bonjour. Et révélateur des LuxLeaks en 2012, à l'aide de Monsieur Deltour, et de Madame Delphine Paulet-Panoussis, docteur en droit public, qui a écrit un ouvrage à l'aide de plusieurs de ses comparses, les lanceurs d'alerte. Bonjour. Je vous reçois aujourd'hui dans le cadre de la masterclass et nous allons justement parler de la question des lanceurs d'alerte. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez me définir juridiquement ce qu'est le lanceur d'alerte et le droit positif, ce que dit le droit positif actuellement? Alors, le lanceur d'alerte, c'est une personne qui va faire des signalements ou révéler des informations concernant un préjudice pour l'intérêt général ou une menace de préjudice pour l'intérêt général. Donc c'est assez large. Il peut y avoir on peut dénoncer des faits, par exemple, de corruption, des conflits d'intérêts, mais également des scandales d'un point de vue environnemental ou sanitaire. Enfin, le champ de l'alerte est assez large. C'est une personne qui généralement agit dans le contexte de sa relation travail, c'est-à-dire qu'elle a eu ces informations au cours de son travail, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé. Alors, actuellement, les lanceurs d'alerte sont protégés par une loi globale, la loi Sapin 2, qui vient poser un cadre à cette protection, à condition de respecter certaines conditions. Le lanceur d'alerte doit forcément agir dans l'intérêt général. Il doit également agir de façon désintéressée, être de bonne foi, et il doit respecter une procédure proportionnée de divulgation pour son alerte. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller s'exprimer directement devant le public. Il doit au préalable saisir sa hiérarchie. Et si l'alerte n'est pas traitée dans un délai raisonnable, il s'adresse aux autorités régulatrices externes et en cas de non-traitement, là encore, la divulgation publique est possible. D'accord. Concernant justement la loi Sapin, est-ce que vous pourriez me dire en pratique quelles sont les limites de cette loi factuellement? Alors, personnellement, j'en vois trois. La première, on dit que le lanceur d'alerte doit être désintéressé. Qu'est-ce que ça veut dire, désintéressé? Désintéressé, ça veut dire qu'il ne cherche pas l'argent, ça veut dire effectivement qu'il n'est pas mu par un souci de vengeance. Et donc là, cette définition peut être problématique parce que être désintéressé, rarement les lanceurs d'alerte sont désintéressés. Par ailleurs, il y a un deuxième souci avec cette loi Sapin 2, c'est qu'elle ne s'applique pas au secret défense. Or, on se rend bien compte aujourd'hui que sur les grands lanceurs d'alerte, que ce soit Chelsea Manning ou Edward Snowden, ont révélé des choses qui ont trait au secret défense. Donc je trouve que c'est dommage que le secret défense ne soit pas compris dans cette loi. Je pense que on devrait aujourd'hui, même s'il existe des dispositions juridiques spécifiques, on devrait avoir dans la loi Sapin 2 ou dans une loi équivalente le secret défense. D'accord. Et est-ce que vous êtes au courant de nouvelles évolutions législatives ou non? Alors, dans le domaine? Ces points, je suis parfaitement d'accord avec ces critiques du dispositif Sapin. J'ajouterai un troisième point, c'est le fait que les paliers que je vous ai décrits fonctionnent de façon chronologique. Ce qui peut être problématique, notamment lorsqu'un lanceur d'alerte veut mettre en cause sa propre hiérarchie, puisqu'il doit s'adresser en premier justement à la hiérarchie. Et donc ça, c'était également un défaut important de la loi Sapin 2. Ces trois défauts que nous venons de rappeler, il y en aura deux en moins qui vont être corrigés par la transposition de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte, une directive du 16 avril 2019. En effet, cette directive va résoudre normalement la question de la chronologie des paliers, puisque dorénavant, en fonction de la nature de l'alerte et de son intensité, le lanceur d'alerte aura vraiment le choix entre s'adresser à sa hiérarchie ou, si ce n'est pas opportun, s'adresser à une autorité de régulation
externe, une autorité administrative indépendante, le procureur de la République, voilà, il aura le choix total. Et puis, évidemment, en cas d'absence de diligence à ce stade, la révélation, dans les 3 mois, la révélation publique est toujours possible. Donc ça, c'est un premier correctif qui me semble intéressant. Rien n'est fait au niveau du secret défense, pour le coup. On n'a pas prévu, la directive n'a pas prévu. Alors, elle n'emploie pas l'expression secret défense, elle emploie l'expression sécurité nationale. Alors, il faudrait peut-être essayer de jouer là-dessus et montrer que c'est peut-être plus réducteur que le secret défense. Donc, ça peut être une piste. Et enfin, sur le 3e point, qu'est-ce que vous aviez évoqué ? Oui, effectivement, c'était le 3e point, c'était alors, le fait d'être désintéressé, oui, mais désintéressé, apparemment, ça disparaît de la directive. C'est ça. Donc on n'aura plus besoin d'être désintéressé pour lancer l'alerte. Et donc on ne garde que la bonne foi. Et donc ça n'exclut pas la possibilité de lancer une alerte, y compris quand le cadre de l'alerte est un conflit individuel du travail. Ça n'exclut plus le lancement d'alerte. En somme, actuellement, pensez-vous que le lanceur d'alerte en France est correctement protégé ? Le lanceur d'alerte est plutôt correctement protégé, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONG Transparency International. Il y a une dizaine de pays dans le monde qui se sont dotés d'une vraie loi sur les lanceurs d'alerte, et la France fait partie de ces pays, et selon Transparency, c'est plutôt une bonne loi. Donc j'ai plutôt tendance à leur faire confiance. Alors au-delà des limites qu'on a évoquées, à savoir la question d'être désintéressé ou non, le fait que le secret défense soit exclu, et puis le fait qu'il faille passer par l'entreprise ou par son organisation avant de pouvoir lancer l'alerte en externe, puis éventuellement de convoquer ou de communiquer à la presse, pardon. Mais en dehors de ces 3 bémols, effectivement, c'est plutôt une bonne loi. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a eu une grosse bagarre à l'échelon européen sur la directive européenne sur les lanceurs d'alerte, et le texte qui va voir le jour et qui devra être transposé dans le droit français est plutôt un bon texte qui protège encore davantage les lanceurs d'alerte. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Donc beaucoup d'espoir. Merci beaucoup pour votre intervention qui aura été très intéressante. Et à l'année prochaine pour une future masterclass. Merci. Merci.